Bonjour à tous et bienvenue à vous. Emmanuel Macron promet 100 jours pour apaiser. Mais pour le moment, ce sont des jours chahutés pour le président de la République qui est interpellé sur le terrain. Bruit de casseroles, sifflets, huées, l'hostilité est conséquente, voire inédite, alors qu'il fêtera demain les 1 an de son second mandat. Alors le lien est-il définitivement rompu avec les Français? Deux invités ce dimanche pour en parler et pour analyser la situation politique et sociale à partir de 10h30. Ce sera la directrice de la Fondation IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, auteure du livre Où va notre argent? Et dès à présent, on est ravis d'accueillir l'éditorialiste et écrivain France-Olivier Gisbert. Bonjour à vous. Bonjour. Auteur de La Belle Époque, histoire intime de la Ve République, une trilogie à paraître le 3e tome. Ouais. En novembre. Et pour vous interroger, France-Olivier Gisbert, je suis entourée de mes camarades. Stéphane Dupont, bonjour Stéphane. Bonjour. Les Échos, bien sûr. Et Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors France-Olivier Gisbert, tous les présidents, vous le savez évidemment, vous les avez côtoyés, la 5e ont connu l'impopularité. Est-ce qu'Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, est confronté à une situation d'impopularité somme toute ordinaire, ou est-ce qu'il y a une particularité, une singularité par rapport à ce président-là? Ah oui, clairement, parce qu'il ne sait pas. Moi, je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais c'était quelques mois. Il a été, bon, il a travaillé un peu dans les cabinets ministériels, il était banquier. Pouf, allez, il est parachuté par la volonté des Français, président de la République, mais il n'a pas les clés. Il ne sait pas comment ça marche. Et moi, comme il me semblait intelligent, je pensais qu'il apprendrait vite. Je dirais aujourd'hui, il n'a toujours pas appris. Pourquoi? C'est très simple. Regardez, aujourd'hui, il parle tout le temps. Il est à la télé tous les soirs. Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il ne l'a pas fait au moment des retraites? Vous savez, c'est toujours cette grande phrase que Mitterrand citait tout le temps, mais qui est tellement juste d'Aristide Briand, le grand ennemi de Clémenceau. Il disait, la politique, c'est parler aux gens. On ne peut pas dire que Macron parle. Il fait de la com. C'est-à-dire la com, c'est quoi? C'est Narcisse. Je me montre, j'apparais, voilà, je suis sur les photos, etc. Mais qu'est-ce que j'ai à leur dire? Ben oui, c'est de la communication, parce que qu'est-ce qu'il leur dit? Vous voyez, il aurait été, comment dire, il aurait eu le sens de la France, de l'État, etc. Il aurait fait cette réforme en expliquant la vérité. C'est-à-dire, bon, regardez nos finances publiques. Bon, peut-être ça aurait pu passer pour une autocritique, mais il était obligé de le faire. Ça va pas. On est obligé de prendre des mesures au moins par rapport au marché. Vous dites qu'il ne sait pas faire, mais il a quand même été réélu assez largement. Enfin, vous avez vu cette campagne, il n'y avait pas de campagne, c'est grotesque. Il y avait la guerre en Ukraine. La Ve République, un président est réélu hors cohabitation. Vous posez la question, c'est, comment dire, de très bonne guerre, mais vous savez très bien la réponse. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de campagne, il y avait la guerre en Ukraine, et en face, il y avait Karim Dessila, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc évidemment, il avait un boulevard. Les gens étaient obligés de voter Macron. Vous savez, moi, je circule beaucoup. En France, je fais beaucoup de conférences. Je suis fasciné de voir la montée de la haine, du dépit, du découragement, bien sûr. La haine, bien sûr. Vous avez une espèce de climat dans une partie de la population pré-révolutionnaire. Bon, on en est arrivé là. Mais ce que je veux dire parce que c'est important sur le fait de ne pas parler aux gens. Comment dire, c'est fondamental. C'est-à-dire, vous faites une réforme comme celle des retraites, vous devez expliquer avant. C'était à lui de le faire, c'est pas Borne qui pouvait le faire, il est incapable, c'était pas Olivier Dussopt, on l'écoute, on ferme le poste. Là, il fallait vraiment trouver... Où Bruno Le Maire aurait pu le faire, mais comme il déteste Bruno Le Maire, parce qu'évidemment, il a plus de talent que lui, si vous voulez, il y a quelque chose qui colle pas dans ce système. Et si vous voulez, la solution, il l'a. Mais connaissant Macron, je pense qu'il ne le fera pas. Quelle est la solution? La solution, c'est très simple. Une forme d'abdication qu'ont fait d'autres présidents dans le passé, ou de retour, disons, à la constitution de la Ve République. Le président préside, le chef du gouvernement gouverne, et d'avoir un Premier ministre fort. Il veut pas. Il veut pas. La 5e, c'est terminé. Mais non, mais c'est pas terminé. Ça peut. Non, je suis pas d'accord, Sonia. C'est la pratique qui a changé. Cette pratique, elle était saine. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui pensait l'avenir. Ça a été De Gaulle, etc. Et il y avait... François-Olivier Gisbert, ça a toujours été comme ça. Les premiers ministres ont toujours été des collaborateurs ou des gens qui étaient là pour appliquer la politique du président. Ce n'est pas exact. Quand vous regardez bien l'histoire de la Ve République, regardez les rapports Pompidou-De Gaulle, qui sont aigris d'ailleurs sur la fin. Pompidou avait une liberté énorme et De Gaulle disparaissait. Quand il partait en voyage, il n'appelait pas tous les jours. Il pouvait ne pas appeler pendant 3-4 jours son Premier ministre. Vous savez très bien, regardez les rapports Mitterrand-Rocard, toute l'histoire de la Ve République, c'est compliqué. Il y a eu des collaborateurs, c'est vrai, vous avez raison, mais il y a eu des personnalités fortes. Regardez les rapports Giscard-Barre. Mais il y a quelque chose Barre était un Premier ministre très fort.
Lemaire, j'ai lu vos biographies, Oui. Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Chez la plupart d'entre eux, on pourrait dire qu'il y a une forme de rapport intime, charnel avec les Français. Oui. Une capacité de les comprendre de Tout à fait. l'intérieur. Diriez-vous que c'est la part manquante d'Emmanuel Macron? Bah, c'est évident. Bah, il n'a même pas été conseiller municipal. Rien du tout. Il ne sait pas ce que c'est. Et ça Il se sait développe, pas. cette part charnelle, ça se développe, ce rapport Mais intime. ça se développe. La politique est un métier. Moi, ça fait longtemps que je regarde. Évidemment, c'est très bien. On fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle. Mais c'est pas vrai. C'est un métier. Ça s'apprend. C'est violent. C'est très violent, la politique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les politiques quand ils font vraiment leur travail, ce qui est assez rare quand même. Vous avez des grands-mères qu'on ne peut qu'admirer parce qu'ils font un travail admirable. Je pense à Gérard Collomb, par exemple, l'ancien maire de Lyon. C'est un type absolument merveilleux, extraordinaire. Alain Juppé, ce qu'il a fait à Bordeaux, Christian Estrosi, ce qu'il fait à Nice. Enfin, bon, il y a des grands-mères. Toutes ces personnalités que vous citez auraient davantage le sens de la France qu'un Emmanuel Macron qui est arrivé, comme vous le dites, par la volonté des Français, qui est là quand même depuis quelques années. Et malgré tout, même s'il s'est fait réélire dans certaines conditions, ça reste une prouesse. Et vous-même, dans quelques années, quand vous en parlerez, François-Olivier Gisbert, vous noterez qu'il y a quand même eu quelque chose de particulier par rapport à ce président. Je suis d'accord, mais très bonne avocate du diable, mais j'ai le beau rôle, c'est bien ça. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le diable, Emmanuel Macron. Mais quand même, reconnaissez qu'il a eu le cul de bordé de nouilles, comme on dit. C'est-à-dire que quand même l'affaire Fillon a réglé le problème. C'est-à-dire les juges ont décidé de massacrer le candidat Fillon, qui était évidemment celui qui était le mieux placé, et du coup, Hollande avait commis l'erreur de ne pas se présenter, et du coup, évidemment, il a eu un boulevard devant lui. Il y a eu un concours de circonstances cagé pour lui. Mais attendez, je ne dis pas que c'est un nul. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans la personnalité. Il y a trop de narcissisme, il y a l'incapacité à prendre, il y a l'incapacité à déléguer, ce qui est extrêmement grave. Parce que même dans une PME, si vous avez un petit boulot, vous êtes plombier, et vous êtes très content d'avoir un employé qui travaille mieux que vous, et mais il n'est pas comme ça. Regardez son gouvernement, regardez, il choisit, enfin, plus les gens sont des ectoplasmes, mieux ça lui va. Alors, je sais pas, il y a 3 qui ont réussi à survivre, je sais pas comment, Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, on connaît les noms d'ailleurs, c'est que 3. Les autres, citez-moi les noms. Alors, regardez. Vous avez dit qu'il lui faudrait un Premier ministre fort pour incarner peut-être la part manquante de ce rapport avec les Français. Vous avez un nom à l'esprit? Vous avez des noms qui vous viennent à l'esprit? Il n'y a que ça. Et que doit-il représenter au-delà de... Il n'y a que ça. Attendez. D'abord, il faut voir une chose. Quand on a un peu l'expérience de la Ve République, il y a quelque chose qui ne va pas non plus après l'élection. C'est-à-dire qu'il est battu. Il n'a pas de majorité. Un homme politique normal, il voit, c'est une nouvelle situation. Et donc, la nouvelle situation, il faut trouver une solution. La solution, c'est évidemment de faire un gouvernement avec LR, bon, en maintenant son petit côté rassurant sa social-démocratie. François-Olivier Gisbert, avec l'épisode Catherine Vautrin, qui est très bien raconté dans le livre du journaliste Ludovic Viguier. Oui, excellent livre, Les 100 jours. Il a essayé, la majorité un peu à gauche le temps, c'est finalement, il doit aller vers un choix contraint qui est celui d'Elisabeth Borne. Non, vous ne croyez pas à ce scénario? Non, bien sûr, tout à fait, je connais tout à fait ça, mais je suis très gentil pour lui, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pas sa majorité. C'est deux, c'est très bien, tout le monde le sait, c'est Richard Ferrand et Christophe Castaner qui ont ensuite été battus, qui étaient, oui, un peu l'incarnation de l'aile gauche de la Macronie, qui ont dit tu peux pas faire ça, etc. Bon, très bien. Il s'est retourné, sans l'appeler d'ailleurs, je crois. Hein. Bon, il a changé comme ça la vie. Mais on peut pas gouverner comme ça. C'est au jour le jour, à la godille. C'est une sorte de bateau sans quille comme ça qui avance, on ne sait pas, au gré des vents. Enfin, c'est cette histoire du en même temps. En même temps, c'est très simple. Ça permet de, vous savez, en même temps. La définition du en même temps, c'est je suis contre le nucléaire, il est contre le nucléaire, brusquement, paf, ça change, allez, je suis pour le nucléaire. Voilà, mais on ne peut pas gouverner comme ça.